no hands. Lance Armstrong, le grand manipulateur. Bernard Hinault, baroudeur des années fric avec tapis. Eddy Merckx, le monarque belge. Raymond Poulidor, éternel second d'une France à la peine. Jacques Anquetil, rebelle et conquérant. Louison Bobet, un modèle de français. Fausto Coppi, phénix d'une Italie renaissante. André Leduc, le chéri de ses dames. Henri Pélissier, le Gavroche des années folles. Tous ces grands champions vont maintenant nous raconter notre histoire, une histoire de France à la lumière du Tour. En 1900, l'exposition universelle de Paris sonne la naissance du nouveau siècle. Elle est l'emblème de cette belle époque, période historique de progrès économique et technique, où la France baigne dans un nouvel optimisme. C'est dans ce contexte que s'élancent en 1903 d'autres éclaireurs, les concurrents du premier Tour de France. Ils ne sont encore que des ombres tanguant dans la poussière, mais aussi les ambassadeurs de la Petite Reine, une des vedettes de l'exposition à l'image du moteur à explosion et du cinéma qui vient juste de naître. Encore anonymes, les coureurs ne côtoient le public qu'au moment des contrôles destinés à débusquer les tricheurs, amateurs de raccourcis interdits. Dans cette période de prospérité d'avant la Grande Guerre, les classes populaires ne sont plus seulement vouées au travail, elles intéressent aussi les marchands. Henri Desgranges, ancien coureur lui-même et propriétaire du journal L'Auto, organisateur du Tour de France, définit d'emblée ce que sera l'épreuve, une compétition sportive destinée surtout à alimenter les placards publicitaires de son journal. À l'arrivée, plus que les péripéties de la course, ce sont les trognes et les surnoms des coureurs qui comptent. Ventre ouvert, Géant de Colombe, Diable rouge. Autant de figures magnifiées par le journal de Desgranges qui préfère ignorer la misère de ces prolétaires du vélo. Pas de retraite au flambeau pour les pionniers du Tour, mais des départs de nuit pour sacrifier des étapes apocalyptiques, jusqu'à 18 heures sur la selle et 470 km sous la pédale. Leurs boyaux de rechange accrochés aux épaules, ils n'ont que leurs mains pour réparer, leurs muscles et leurs yeux pour avancer, jusqu'aux hautes solitudes du col du Galibier franchi à coups de jarret pour la première fois en 1911. Comme si dès l'origine le Tour de France était fait de sacrifices et de souffrances, et tout cela pour quelques primes dérisoires. À Paris, au terme d'un périple de 5000 km aux enfers, les rescapés du peloton, toujours collés à la glaise, sont aiguillés sans ménagement vers une ligne d'arrivée que les caméras ne daignent même pas filmer. Français et Belges, rappelés sous les drapeaux, rouleront vers d'autres lignes, celle de la boue des tranchées, où la belle époque finira engloutie dans le carnage de la Grande Guerre. Au sortir du conflit, une époque nouvelle se dessine. Après les privations et l'hécatombe, le pays a envie de s'amuser et de rire. Paris est à la fête.
Après 4 années d'interruption, le Tour renaît en 1919 avec l'apparition d'un nouvel étendard. Pour mieux distinguer le leader de son épreuve dans l'anonymat et la grisaille du peloton, Henri Desgranges invente le maillot jaune aux couleurs du soleil. Trouvaille géniale, le Tour accélère sa légende avec cette nouvelle toison d'or. Maillot jaune ou pas, faut-il vraiment envier le sort de ces statues de terre qui se précipitent sur musettes et tables de ravitaillement comme autant de crève-la-faim? Pas de doute, ces types sont toujours des forçats que l'on mène à la trique. Mais cette année 1923, dans leur majesté les Alpes, un homme va changer la donne. Le Français Henri Pélissier s'envole tel un jockey couché sur sa selle, là où jusqu'alors les autres peinaient debout sur leurs étriers. Le lendemain, entre Briançon et Genève, Henri, maintenant en jaune, récidive, accompagné de son frère Francis et d'un comparse. Cette fois, il a le Tour en poche. À l'arrivée à Paris, l'atmosphère a changé. Les belles torpédos et les fêtards parisiens s'invitent au bal. Jamais l'on n'avait vu une telle ferveur populaire pour acclamer les champions qui déboulent sur la piste en ciment du Parc des Princes. Et d'abord, la belle gueule d'Henri Pélissier, dont le tricot léger tranche avec l'ordinaire allure de ses prédécesseurs. Avec son frérot Francis, il croule sous les bouquets. Pensez, il est le premier Français à remporter le Tour depuis 1911. Avec les Pélissier, les pionniers d'hier sont devenus des géants de la route. Mais des géants aux pieds d'argile. Un an plus tard, dès l'entame du Tour en Normandie, les Pélissier se révoltent. Au terme de la deuxième étape, Francis et son frère décident de se mettre à table devant le célèbre journaliste Albert Londres qui suit le Tour cette année-là. L'homme n'a pas son pareil pour dénoncer l'injustice. Au café de la Gare à Coutances, les Pélissier dénoncent cocaïne, chloroforme et autres dynamites en usage dans le peloton pour tenir le choc. Et pour mieux enfoncer le clou, ils abandonnent la course. L'article du Petit Parisien, qui compare le Tour à un bagne, fait scandale. Ces années ne sont décidément folles qu'à Paris. Tandis que dans le reste du pays, où se fabriquent plus de 5 millions de deux-roues, le gros du peloton et les ouvriers ne sont pas ceux qui touchent les plus belles primes. En cette fin des années 20, en proie à un libéralisme effréné, Henri Pélissier comprend le premier avec sa pub Automoto comment toucher autant de pognon à pied cassé sur son vélo. Désormais, la grande boucle ne relève plus seulement de la chanson de gestes désintéressés, elle est aussi le reflet d'un monde marchand qui s'affiche tout au long du parcours. On boit beaucoup sur la route de ce Tour 1929 et surtout à la santé du commerce triomphant. Tandis qu'au sein du peloton, ce sont les marques de cycles qui dictent leurs combines. En coulisses, les bicyclettes Alcyon soudoient l'ensemble du peloton pour qu'ils laissent gagner leurs favoris.
c'est déjà du beau, du bon, du bonnet que l'on déguste. À l'arrivée, c'est la victoire d'un Belge pépère, Maurice Devel, que la marque Alcyon savoure. Cela fait plutôt rire André Leduc, jeune débutant, qui a gagné 5 étapes et conforté la suprématie de sa marque, toujours bien cadrée. Mais le plus heureux, c'est le patron des Alcyons, Ludovic Feuillet, bien sûr blanc comme neige. Déjà les années 30, celle de la crise économique et du repli sur soi avec le nationalisme et ses oriflammes pour refuge. Même si pour l'instant, avec l'invention du cinéma sonore, le tour redémarre en fanfare. À Brest, à Vannes, je le sens léger comme un écran papillon. À Pau, à Nice, à Cannes, c'est avec passion qu'il me serrait le guidon. De Marseille à Paname, il creva 17 fois. Vainqueur dès 1930, Dédé Leduc, le premier, prend la parole, sans oublier Charles Pélissier, roi des victoires d'étape. Je suis content d'avoir terminé le Tour de France. Et je dois vous avouer que je préfère être là devant vous qu'en train de monter le Galibier. Je suis content d'avoir gagné ce Tour de France, d'autant plus que celui-ci semblait être depuis plusieurs années l'apanage des étrangers. Voilà le tour qui passe, ça le monte. C'est l'avenir de la race de Saint-Germain. Allemands, Italiens, Suisses, avec les Belges qu'on les applaudit. Mais tout de même, au fond du cœur, nous souhaitons que le vainqueur soit désormais un petit Français. Fredo Gardoni n'est pas le dernier à jouer de l'air du temps. En ce début des années 30, Desgranges aussi a revu sa partition. Pour éviter les combines, il remplace les équipes de marque par des équipes nationales. Français, Belges, Italiens sont là au départ, tous représentants de nations inquiètes face à la crise. Même l'Allemagne, où Hitler vient d'arriver au pouvoir, est de la partie, sans oublier les Suisses et tout le peuple de Paris qui aimerait tant oublier les angoisses du moment. Au Vésinet, c'est la généreuse Joséphine Baker qui fleurit les cracks français. D'abord, Antonin Magne, vainqueur du Tour 31. Et surtout, le beau Leduc, qui a doublé la mise en 32. Si la publicité n'habille plus les maillots nationaux, elle renaît, géniale trouvaille, au sein d'une caravane qui désormais précède la course. Et maintenant, à la santé du Tour 33. 10 heures du matin au Vésinet, les 60 coureurs démarrent. Chaque équipe a ses qualités. On vante le calme impressionnant des Belges, l'esprit de discipline des Allemands, la bonne volonté des Suisses et l'élan désordonné de leurs coéquipiers espagnols. Les Italiens passent pour fougueux. Les Français ont la réputation d'être des brouillards. Jamais la grande boucle n'aura été à pareille fête qu'en ces années cocorico. Du jamais vu. 9 victoires d'étape en 33 pour la France et le maillot jaune quasi du début à la fin. De quoi trinquer à chaque ravitaillement. Les intellectuels ne sont plus en reste, tel l'écrivain Tristan Bernard, encore un peu coincé, mais qui suit le Tour de bout en bout. Résultat, des tirages de journaux qui s'envolent, stimulés par ses nouvelles plumes et les exploits tricolores. Les femmes aussi s'extasient devant les échappées du beau Dédé Leduc. Nationalisme, certes, mais encore bon enfant. La France sait aussi se montrer accueillante aux amis étrangers. Avec nous? Oui, viens.
Hallo. Hallo. Hier, Max Müller. Ich begrüße euch alle. Ne regardez pas l'appareil. I can assure you that I'm very pleased to appear with it. It's very, very hard stage. And I would like to offer my congratulations to the winner. Alors, mon vieux, ça allait, oui? Ça allait? Dur? Non, dur? Ouais. Non, non, spreekt dat. Non, spreekt niet. Mais au Parc des Princes, tout entre dans l'ordre, et comme le chantait Gardoni, c'est un bon petit Français à l'accent parigot qui gagne, Georges Specher, plus à l'aise sur son vélo que devant un micro. Je suis très heureux d'avoir gagné le Tour de France, et avec l'aide de mes camarades qui m'ont aidé dans le moyen de leur possible, je remercie le public qui m'a encouragé pendant tout le temps de l'épreuve et qui est venu m'applaudir ici au Parc des Princes et sur la route. Et d'un 4e tour consécutif pour la France. Comment faire mieux? En ajoutant par exemple maintenant à la popularité la légende. Encore faut-il avoir des héros et bien distribuer les rôles. En 1934, le nouveau tour ne semble pas devoir échapper à Antonin Magne en jaune depuis le 2e jour. Alors ça va ce matin? Ça va tout doucement. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, oui. La télé m'a dit que je t'ai entendu ronfler, t'es tenu pareil, tu ronflais comme un sonneur. Ça c'est du bidon parce que je ronfle jamais, moi. Tu ronfles jamais? Non, jamais. Tu paries que tu fais de musique, c'est pas un nez que t'as, c'est un corps de chasse. Oh, tu chantes, tu rigoles. Il n'y a pas que l'acteur comique Bisco qui chambre. René Lietto, un petit grimpeur tout juste intégré à l'équipe de France et au service d'Antonin Magne, tente néanmoins sa chance dans les Alpes. Sur la caillasse du Galibier, le jeune homme prend vite plaisir à la course en tête avant de goûter bientôt à l'ivresse des sommets. À l'arrivée, ce petit ange tombé du ciel frappe les esprits. Sa juvénilité émeut. Et puis comment résister à ce charmant petit accent d'origine? J'ai 20 ans et j'espère finir dans les 10 premiers à Paris, malgré mon retard de la 2e étape. Les crevaisons. J'espère que ma maman sera contente et de renouveler ma victoire pour l'étape Nice-Cannes. Maintenant, Magne fait la gueule. 2 jours qu'il attend les Pyrénées pour régler son compte au Freluquet. Pas de chance. Vietto s'est échappé, sans égard pour un maillot jaune roulant dans la poussière. À chaque sommet de col, la foule n'a Dieu que pour la petite merveille. Mais derrière, un Magne déchaîné ramène la meute des poursuivants et dépasse tout le monde pour se retrouver seul en tête. Bientôt, le maillot jaune est victime d'un problème mécanique. Dès lors, ne pas trop ternir la réputation du leader de l'équipe de France et donc ne pas trop filmer les faits. Vietto est obligé de se sacrifier et de céder sa roue à son patron qui redémarre, plantant un jeune garçon de 20 ans en pleurs au pied du muret. Au final, peu importe qui va gagner, déjà les larmes de Vietto sont entrées dans la légende. Cette année-là, le Tour devient une fois pour toutes un monde d'ombre et de lumière, un théâtre avec personnages et jeux de rôle. La preuve, le petit Vietto, en réalité jamais inquiétant au classement général, n'en gagne pas moins la course aux autographes. Quand son Goliath de patron au milieu de la foule cherche son chemin
presque embarrassé d'avoir à ce point sacrifié son cadet. Desgranges, le grand Manitou, jubile. Sa machine à émotion a marché au-delà de ses espérances. Et maintenant, emballés par ce tour de légende, les spectateurs accourent en masse à l'approche de Paris. Tandis que Magne, retardé par une crevaison, bénéficie pour lui tout seul d'une voie royale. Je suis content comme tout vainqueur d'avoir gagné une telle épreuve et je veux maintenant remercier toute l'équipe française pour l'aide qu'elle m'a apportée dans les moments difficiles, et ceci de Vieto à Louviot. Magne aura été clair, tous les équipiers se valent. Et cruelle loi du sport, c'est lui seul qui triomphe. Deux ans encore et le Front populaire est au pouvoir. Il suffit pour le savoir de regarder ce nouveau tour où une voiture fait la course en tête. Quant à la voiture de l'humanité, elle provoque partout sur son passage une vive sympathie. Les reporters de l'humanité suivent la course. Et en voiture cette année, Charles Pélissier. Le populaire Antonin Magne, qui chaque jour confia ses impressions aux lecteurs de l'humanité. Le petit Vieto, communiste bon teint, est aussi d'une fête où d'autres signes paraissent moins engageants, quand la voiture de l'UMA termine son étape à la rencontre d'orphelins de la guerre d'Espagne. Décidément, les temps ne sont plus vraiment à l'unité nationale. Pourtant, l'atmosphère est toujours à la fête. En cet été de congés payés, la France entière prend la route du Tour et du Soleil. Sur la plage, vacanciers et coureurs se confondent. Georges Specher, toujours entouré de jolies filles. Les enfants ne sont pas les seuls à planer. L'Espagnol Berendero, le roi de la montagne, glisse sur une pente plus facile. Avant que tout le monde ne fête le 14 juillet dans les effluves de pastis que Dédé le Duc sait si bien apprécier. Comme il paraît joyeux et sympathique, ce milieu des années 30. Pourtant, les coureurs français ne sont plus vraiment à la fête, tandis que l'échec économique du Front populaire radicalise les oppositions. À voir maintenant soutane et forces de l'ordre se masser au bord des routes, soucieuses de clore cette vilaine parenthèse politique. Mais le Tour ne saurait toujours être attentif à tous les méandres de l'histoire. En 1938, l'Italien Gino Bartali, venu d'un pays où le dictateur Mussolini est au pouvoir, fait des étincelles dans les Alpes. Étoile filante sur les rampes du col d'Alos, trompe la mort sur les pentes de l'Izoard, avant de fondre sur Briançon pour s'emparer de maillot jaune, frappé aux armes de son pays. Nouveau champion censé exalter l'Italie fasciste, tandis que le patriotisme fraternel du début des années 30 fait place à un nationalisme plus voyant. Jamais la presse et ses nouveaux moyens techniques n'auront été aussi présents sur le Tour. Même si le nez toujours dans le guidon, elle ne voit pas que le monde change. Seul compte la satisfaction des lecteurs, captivés par les exploits de ce diable Gino Bartali, qui remporte ce 32e tour à la gloire de son pays. À voir à Rome, Piazza Venezia, la liesse de tout un peuple qui, faute de glaive encore,
brandit ses 2 roues pour saluer son chef Mussolini, que le soldat Bartali aura si bien représenté sur les routes de France. En 1939, ni Italien ni Allemand sur le Tour, et une façon de filmer la course qui déjà pue la guerre. Funèbre cortège un mois à peine avant que l'Allemagne ne déclenche la Deuxième Guerre mondiale, provoquant le deuil de l'Europe et du monde. En 1940, la guerre interrompt le Tour et Henri Desgranges, son patron, meurt au début du conflit. Son adjoint Jacques Godet reprend les rênes du journal L'Auto, qui bascule dans la collaboration avec l'occupant. 5 ans plus tard, à la Libération, l'Auto est interdit et le Tour de France ne peut pas reprendre. Au sortir de la guerre, la France à terre est à reconstruire. Le Tour aussi peine à se relever des décombres. Beaucoup voudraient reprendre le flambeau, à commencer par les communistes qui tentent de récupérer l'épreuve en organisant une nouvelle ronde de France entre Bordeaux et Grenoble. C'est compter sans le résistant Émilien Amaury, patron du Parisien libéré, qui repêche son ami Godet et s'associe avec lui pour reprendre l'épreuve. En 1947, c'est chose faite. Sous les auspices du Parisien libéré et de l'Équipe, nouveau journal créé par Godet, le Tour redémarre. Les organisateurs ont réussi à rassembler l'indispensable nécessaire aux coureurs dans une France en pleine pénurie où l'on communie encore au cachot. Ça y est, c'est reparti pour ce premier tour de la paix retrouvée. Le premier maillot jaune est René Vietto, devenu leader de l'équipe de France. Mais dès la 3e étape, un petit coureur appartenant à l'équipe régionale de Bretagne fait des siennes. Il a vite fait de se détacher pour arriver en tête à Strasbourg, sous l'œil de Jacques Duclos, dirigeant du Parti communiste français. Sur le podium, Jean Robic. Il a bien la tête de l'emploi. Ce gnome aux oreilles décollées, animateur d'une course qui traverse une France défigurée par les ravages de la guerre. Avant les Pyrénées, Robic compte encore 23 minutes de retard sur Vietto. Mais dès le premier col, le Razmod sème une équipe de France qui n'a jamais voulu de ce petit tocard. L'homme ne porte pas beau avec ce casque de cuir du type plus habitué aux chutes qu'à la gloire, mais il possède cette hargne qui permet de renverser les montagnes. Au Tourmalet, Robic est à la fête. À l'arrivée à Pau, il comble les 3/4 de son retard. Comment imaginer miroir plus juste, qui sous un simple masque de savon révèle le visage d'une France toujours à la peine. Au départ de la dernière étape avant Paris, Robic compte encore 3 minutes de retard sur le maillot jaune.
Mais à la sortie de Rouen, il se déchaîne, bientôt rattrapé par 2 coureurs de l'équipe de France, auquel il propose sans hésiter 100 000 anciens francs pour l'aider dans son ultime échappée. C'est fait. Le Breton, haut comme 3 pommes, remporte le tour. Sans véritable style, mais avec acharnement. Raymonde, jeune marié, n'oublie pas le fruit défendu. Le pays, cette année-là, ne pouvait rêver plus juste ambassadeur. Deux ans encore, et une belle petite gueule qui pointe, celle de Louison Bobet, dans lequel la France place ses espoirs. Tandis qu'une vieille connaissance, l'Italien Gino Bartali, réapparaît flanqué d'un cadet aux lunettes noires, Fausto Coppi. Mais le duel franco-italien tourne court. Après 10 jours de course, Bobet le promis met le clignotant et abandonne, victime d'un abcès mal placé. Ce n'est pas cette fois que le petit fiancé de la France lui offrira la victoire. Cette année 49, personne ne peut rien contre les 2 divas italiennes qui écrasent le tour, alternant solo et magnifique pas de 2. Plus que jamais, l'Italie, vaincue de la guerre et en plein marasme économique, compte sur ses champions pour retrouver le camp des vainqueurs. À l'approche du col du Petit Saint-Bernard, le vieux Bartali est en jaune pour la dernière fois. Et maintenant, c'est au tour de Fausto Coppi de prendre les relais les plus longs, dressé sur ses pédales. Beauté de ces années romantiques du cyclisme, où dans des paysages encore vierges de publicité, n'existait que le face-à-face avec la montagne, au milieu de spectateurs en lévitation eux aussi. À l'arrivée à Aoste, c'est Coppi qui arrose la victoire et s'empare du maillot jaune chez lui, en terre italienne. Cette année-là, le Campionissimo est au fait de son art. Désormais, il ne pédale plus, il compose. Et même la France tombe amoureuse du beau visage tragique de Fausto, symbole d'une Italie renaissante. Début d'une nouvelle décennie, la télévision n'est pas encore installée dans tous les salons, mais dans les bars, elle se laisse déjà regarder par monsieur et madame tout le monde. Un des grands favoris du tour, le Suisse Kubler. L'équipe luxembourgeoise. Certes, les voitures individuelles qui montent vers le Tourmalet sont encore d'exception. Et parmi elles, déjà quelques 4 chevaux plus populaires. Tandis qu'à voir l'atmosphère bon enfant qui règne sur les pentes, on sent que le souvenir de la guerre s'estompe et que s'installe dans le pays une légèreté nouvelle. Pourtant, à Saint-Gaudens, coup de tonnerre, l'Italien Bartali, furieux, décide d'abandonner l'épreuve, après avoir été agressé durant l'étape par quelques spectateurs trop pressés de voir gagner la France et excédés par ses rivales toujours dominateurs. Le vieux Gino et l'équipe italienne plantent là le tour et son chauvinisme, tandis que la grande boucle perd de son innocence, bousculée par des enjeux qui souvent la dépassent.
En attendant les Alpes, où Bobet devrait jouer sa carte, restent pour la France, en cette période qui précède la décolonisation, ces Algériens. De là à retrouver de bons vieux réflexes paternalistes, il n'y a qu'un pas. Suffit de chanter la vaillance de quelques gentils colonisés réunis au sein de l'équipe Nordaf. Les seuls à ne pas être incommodés par cette température étouffante sont évidemment les Nord-Africains. Ils vont en tirer bénéfice. Dans la traversée de Narbonne, Zas et Molinès, à la figure poupine, se sont échappés. Ils roulent un train d'enfer et augmentent sans cesse leur avance. Mais on a beau être aussi endurant qu'un chameau du désert, on n'en risque pas moins l'apoplexie. Surtout quand on a abusé de ces amphétamines si populaires au sein du peloton. Tandis que son camarade plus chanceux fonce vers la prochaine oasis, sous les applaudissements d'un public que la victoire d'un bédouin ne saurait encore inquiéter. En ce début des années 50, une certaine forme d'innocence est encore de mise qui, au départ de Nice et sans penser à mal, convoque sous l'œil amusé des caméras géants et nains de la route. Une catégorie à laquelle Louison Bobet aimerait échapper une fois pour toutes. Toujours vaillant et courageux, il est devenu l'emblème d'un pays qui se relève. Désormais, c'est pour la France qu'il pédale, cherchant à distancer un nouveau maillot jaune, le Suisse Ferdi Kubler, qui a pris la relève des Italiens. C'est toujours en tête que Bobet débouche sur les premières rampes de l'Izoard. Au sommet du col, tout le monde veut y croire. Vas-y, Bobet! Et Dieu sait quoi pour le Suisse qui fonce comme un bolide dans la plaine. Peine perdue, à l'arrivée ce jour-là, c'est le gendre idéal qui gagne. Pourtant, Jacques Codet, le directeur du Tour, reste songeur. En effet, gagner une étape n'est pas gagner l'épreuve. Et c'est Kubler qui, cette année-là, remporte le Tour. Décidément, entre Italie pauvre et Suisse cossue, la France a bien du mal à donner sa mesure. D'autant qu'en 1951, un autre Suisse a pris la relève. Le bel Hugo Goblet qui vient d'écraser le Tour d'Italie et dont le charme et le naturel décontracté sonnent si bien au cœur de ces années jazz, émanation d'une Amérique triomphante vers laquelle désormais toute la France tend l'oreille. Quelle classe ce Sugar Ray Robinson, boxeur magique de ces 50s, fasciné par l'Amérique, avec ses Ray-Ban déjà si furieusement tendance. Courage, Bobet. Mais pas de doute, c'est le Suisse le plus à l'aise. Quasiment dès le départ, le drapeau rouge de Godet signale une première échappée. Ce jour-là, dans l'étape Brive-Agen, ce n'est pas Sugar Robinson que Goblet veut mettre KO, mais une armée entière. Notre Bobet national qui a crevé doit d'abord réintégrer un peloton où tout le monde, crack compris, collabore pour essayer de rattraper la perle suisse qui écrase ce Tour 51 de toute sa classe. Le Lot franchi, l'horloge suisse tic-tac à la perfection chacun de ses coups de pédale pour accomplir l'un des plus formidables exploits de toute l'histoire du Tour. 140 km d'un raid solitaire devant la meute lancée à ses trousses. À l'arrivée à Agen, le nouveau héros du Tour a 2 minutes 30 secondes d'avance et s'empare définitivement du maillot jaune. Largement de quoi se refaire une beauté. Derrière, Louison, pas l'imitation, a compris qu'il devra encore attendre son tour. S'il n'est pas encore au sommet, Bobet, cette année 53, se montre déjà précurseur.
adepte d'un entraînement moderne avec cure d'oxygénation en altitude. Décidément, il est bien en accord avec son temps, l'ex-apprenti boulanger, qui accède à son tour aux bienfaits des sports d'hiver, nouveau loisir des classes montantes. Pourtant, à 28 ans déjà, Bobet n'a pas encore prouvé que la France méritait de jouer les premiers de la classe. D'autant qu'en bas, dans la plaine, une nouvelle génération se lève. Déjà des caméras au pays du cidre, chez le tout jeune Jacques Anquetil. Son vélo est un peu vieillot et Francis Pélissier, son entraîneur, a passé l'âge. Mais à le voir filer dans la campagne normande, on doit en convenir, sûr, son tour viendra. La mer, au ciel d'été. 1953. En attendant la montagne où tout va se jouer, le tour devient villégiature, avec ses filles du bord de mer au bikini autrement plus saillants que les barboteuses de leur mère. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Et si tout cela ressemblait plutôt à un baptême, celui des 30 Glorieuses qui déjà se dessinent et que le grand Charles Trenet célèbre soir après soir à chaque ville-étape. Mais une simple chanson ne remplacera jamais une épopée exemplaire. Et Bobet prendra-t-il un jour le train de la victoire ? 6 ans déjà qu'il s'échine sur les routes du Tour, courant comme un forcené après une consécration qui depuis toujours se dérobe. Et cette fois, dans les Pyrénées, Coblet, le grand favori, vacille. Bien que parti en tête, il cède derrière le groupe Bobet qui passe premier au sommet du col, semant le pédaleur de charme désormais aux abois. Bientôt le gouffre. En contrebas, un homme a chuté et le charme cessait d'opérer. Croix rouge plutôt que croix suisse, Coblet, le bel albatros, désormais sans aile, doit abandonner. Et maintenant, dans le temple mythique de la caste déserte, où même les titans apparaissent d'abord minuscules, c'est un nouvel homme qui s'apprête à entrer dans la légende. Bobet, métamorphosé et débarrassé de ses ombres tutélaires, s'est lancé dans l'une de ses plus belles échappées sur les pentes de son cher Izoard. Ce jour-là, sous l'œil même de Coppi, son absolue référence, il s'empare définitivement de la Toison d'Or et, à défaut de Jason, devient à jamais Louison dans le cœur des Français. À Briançon, Madame a revêtu son plus beau bustier pour fêter les 4 minutes d'avance de Monsieur. Ah, qu'il est doux ce nouveau maillot jaune. Et qu'elle paraît joyeuse, la nouvelle France de Bobet, toute main tendue vers les mannes d'une société de consommation en plein devenir. Tu prendras mon petit cœur, qui qui sera mon dictateur. Je me moque qu'elle soit de Lyon ou bien d'Épinal. Si les chansons sont toujours aussi populaires, le superflu est maintenant devenu nécessaire. Stop rouge à lèvres pour Jolie Madame. Saponite parfumée pour la famille. Noveltex pour les chemises blanches de Monsieur. Sans oublier l'indispensable point de pique, ni l'élégance d'un couple bien sous tout rapport ne
n'est-ce pas, monsieur et madame Bobet? Tout ça au son de l'accordéon d'Yvette Horner, à une époque où un verre de Saint-Zano ne signifie pas encore bonjour les dégâts, mais plutôt gloire à Louison, dans une France désormais à l'unisson. À Paris, tout le monde est là. Supporters, mais aussi supportrices de ce parangon de Marie couvé maintenant par Jacques Godet, qui tient son homme, un Louison Bobet, enfin vainqueur. Encadré par les deux égéries du moment, Miss Lynn Renaud, la blonde permanentée, et Miss Yvette Horner, la brune au sombrero. « 1956, Milan. Un missile nommé Jacques Anquetil parcourt plus de 46 km en une heure, explosant le précédent record du Grand Copy sous l'œil même de Bobet et entre à fond de train dans l'histoire du cyclisme. D'emblée, Anquetil se la joue perso. Son absolu, ce record de l'heure où l'on se bat seul face au chronomètre. Costume impeccable, coiffure à la Johnny Hallyday avant la lettre, digne de la rutinante décapotable dépêchée à son retour par le journal L'Équipe. À 22 ans, il est bien l'homme nouveau. Dans une France qui s'enrichit, Godet aussi évolue et entend dorénavant faire payer des droits aux actualités cinéma qui couvrent le tour. Du coup, elle se rebelle et prennent la parole. Cette équipe de caméramen est un commando de francs-tireurs que nous avons décidé d'envoyer sur les positions occupées par M. Jacques Godet pour lui prouver que nous pourrions fort bien nous passer de son autorisation pour filmer le Tour de France. L'étape que nous avons choisie pour ce test est celle du Galibier. Bien que de plus en plus le Tour de France prenne des allures de cirque, il comporte encore un élément respectable, l'effort dépouillé de tout artifice de ces hommes aux prises avec la route. La popularisation de la télévision multiplie le nombre de spectateurs potentiels et les organisateurs entendent bien profiter de cette nouvelle manne, n'en déplaise aux professionnels de l'image mécontents. Mais une presse boudeuse ne saurait totalement occulter l'éclosion du nouveau crack, Anquetil. 10 jours plus tard, il est en jaune dans les Pyrénées. Première leçon d'un futur maître. Bien que déjà distancé dans le col du Tourmalet, jamais Anquetil ne paraît s'affoler. Toujours assis sur sa machine, il paraît progresser lentement. Mais sa régularité fait qu'en réalité, il va vite. Difficile ainsi de voir qu'il craque dans l'Aubisque, sauf à l'observer pour une fois debout sur ses pédales. Et puis aussi sa façon de gérer la course, à l'abri au sein du peloton quand il doit s'économiser, et prenant la tête seulement quand il le juge utile. Gad, son fidèle lieutenant, sans oublier le pied de nez au chantre de la diététique. Anquetil est un champion à part, s'amusant à boire du petit lait, pour mieux se moquer de ceux qui ignorent que c'est plutôt aux amphétamines que carbure le peloton. En 1958, il a cependant du mal à faire croire à ses adversaires que tout va bien et qu'il court vers la victoire. Malade, il doit abandonner 2 jours avant d'arriver au Parc des Princes. Le véloce André Darrigade, son fidèle lieutenant, voudrait bien lui rendre hommage et satisfaire la France en remportant l'ultime étape. À l'entrée du dernier virage, cela paraît acquis. Et puis, le drame.
Dédé a percuté un commissaire de course trop avancé sur la piste. Comme toujours attiré par le sang, la presse se précipite, oubliant la vraie victime, l'homme percuté qui va mourir. Cette année-là, Jacques nous aura offert un nouveau regard, celui d'un crack fragile qui ne semble pas carburer qu'au petit lait. À l'aube de cette nouvelle année 1960, un homme paye le prix de ses victoires. Fausto Coppi meurt à 41 ans, terrassé par la malaria, à laquelle son organisme affaibli par les efforts et les excitants n'a pas résisté. Tous ceux qui l'ont tant admiré sont venus, à commencer par Anquetil lui-même. Darrigade et Bobet, bien sûr. Tous au chevet de ce Campionissimo, symbole absolu des années romantiques du cyclisme qui firent tant rêver. Fin d'un monde à l'orée des années 60. Cet été-là, à Colombey-les-Deux-Églises, la silhouette d'un nouveau balèze se détache de la masse des spectateurs. Informé de la nouvelle, Jacques Godet, dans son éternelle tenue coloniale, décide d'arrêter la course devant cet inattendu visiteur. Charles de Gaulle, premier président de la Ve République naissante. Le général, premier chef d'État à saluer l'épreuve, aura bien pressenti que le Tour, c'est la France. Et puis aussi, qu'il peut toujours servir. Dans la France nouvelle du général de Gaulle, fini les croulants aux arrivées d'étape. C'est la génération Yéyé, Jean-Jacques Debout, Franck Alamo, Nancy Holloway, voire la populaire Annie Cordy qui font trembler les podiums. Dans ce contexte, Anquetil est à son aise. Déjà 2 fois vainqueur du Tour, il prépare sa nouvelle saison sportive à la montagne, comme Bobet avant lui. Ce champion à la page a bien intégré les valeurs de plaisir et d'efficacité de l'époque qui s'annonce. Tandis qu'en plein Limousin, un certain Raymond Poulidor, nouveau champion de France, emprunte d'autres pistes qui le conduisent encore à la ferme familiale où ses parents triment depuis toujours. Et si Raymond entend se faire un nom, c'est sous les ordres d'un autre paysan, l'ancien vainqueur du Tour Antonin Magne, dont le béret et le savoir-faire remontent aux années 30. Vous connaissez parfaitement la technique de la culture et de l'élevage, vous ? Oui, assez bien, oui, assez bien. C'est ce qui vous a rapproché un peu d'Antonin Magne, d'ailleurs. Oui, je crois, oui. Mais est-ce que vous connaissez la technique du vélo ? Ah, je crois beaucoup moins, oui. En un an, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre encore tout. Non. Je connais pas très bien la technique du vélo, mais pour ça, je fais confiance à M. Magne et surtout au mécanicien qui est très compétent dans ce genre d'exercice. Signe du destin, d'emblée, Poulidor se brise la main quelques jours avant le début du Tour 1962. Néanmoins, le challenger d'Anquetil prend le départ sous les yeux d'une génération nouvelle. C'est à présent un cinéaste de la nouvelle vague, Louis Malle, qui filme une course où les sponsors ont imposé le retour des équipes de marque à la place des équipes nationales. Cette année-là, Jacques Anquetil se contente de contrôler l'épreuve jusqu'à 3 jours de l'arrivée. Dans le dernier contre-la-montre qui mène à Lyon, bien que parti 3 minutes plus tôt, Poulidor ne fait pas le poids devant le supersonique Anquetil. À mi-parcours, l'un roule, l'autre fuse. Bientôt, Anquetil a sa proie dans le collimateur. Et maintenant, le
cobra avale sans un regard une souris qui trottine dans le vide. Cela fait longtemps qu'Anquetil a décidé du lieu et de l'heure où il planterait définitivement ses adversaires et gagnerait son 3e Tour de France. Jamais je n'avais préparé une course avec une telle précision, avouera-t-il. Poulidor a encore du chemin à faire. Dans cette France gaulliste, où les référendums sont de mise et où il faut toujours choisir, le public prend aussi parti. Humilité de l'homme en mauve contre fierté de l'homme en jaune. Pour Anquetil, plus qu'une passion, le cyclisme est un moyen d'accéder à un nouveau statut. À l'image de son manoir normand, où avec sa femme Janine, il entend d'abord jouir de ses victoires et profiter de la vie. Un jour, quelqu'un a dit de vous qu'à la place du cœur, vous aviez une caisse enregistreuse. Ça vous a offusqué? Non, mais enfin, je crois que c'est pas exact. Ça dépend comment on comprend la question. À tous ceux qui vous reprochent parfois de n'être qu'un professionnel, de n'être qu'un coureur qui pense à son contrat et à ce qu'il gagnera à la fin de la course, est-ce que vous seriez capable de répondre que vous pourriez courir pour une médaille s'il le fallait? Non, pas du tout. Le sport cycliste est beaucoup trop dur pour courir pour des médailles. Loin des préoccupations du châtelain normand, Poulidor, lui, ne pense qu'au vélo et à Anquetil. Si vous saviez terminer en 2e position le Tour, est-ce que ce serait pour vous une satisfaction ou une déception? Eh bien, ce serait à la fois une satisfaction et une déception. Ça serait évidemment une satisfaction car je serais devancé certainement par un grand Anquetil, le plus grand Anquetil que nous ayons connu. Mais évidemment, 2e derrière Anquetil, ce serait beau pour moi, mais le vainqueur, c'est quand même autrement que le 2e. Si j'arrivais à battre Anquetil, ce serait vraiment le triomphe complet pour moi. Poulidor ne court que par rapport à Anquetil, une grave erreur. Lors du Tour 64, bien qu'en meilleure forme que son adversaire, il hésite, il tergiverse et attend la rampe noire du Puy-de-Dôme dans l'espoir de faire la différence. Les voilà, les deux frères ennemis qui coupent en deux notre France des années 60. Anquetil comme il se doit à droite de la route et Poulidor tout naturellement à gauche. 3 kilomètres durant, leur mano à mano tient lieu de référendum. Et maintenant, le gentil Raymond lâche l'insupportable maître Jacques. Est-ce l'instant tant attendu? La revanche du bas peuple. Derrière, Anquetil se retrouve au fond du puits. Pire, il est à la ramasse. Désormais galvanisé par ses partisans, Poupou ne s'appartient plus et avance de plus belle. À l'arrivée, il a repris 42 secondes. Étalonne le métronome Anquetil au général. Tout va se jouer dans le contre-la-montre qui mène à Paris. À l'approche de la capitale, le Normand retrouve sa pédalée légendaire. Au Parc des Princes, autour de Raymond qui s'est bien battu, tout le monde croit encore au miracle. Mais c'est Anquetil, premier quintuple vainqueur du Tour, qui entre dans l'histoire. Il s'en est fallu d'une poignée de secondes à peine. Pour Poulidor, dont vous noterez l'immense déception sur le visage. Je viens d'apprendre que le temps de Jacques Anquetil est inférieur au mien, c'est-à-dire qu'il a mis moins de temps que moi, alors j'ai perdu le Tour de France. Pour Anquetil, le soulagement est à la mesure de sa peur. Voilà Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Témoin pour une fois sa bienveillance à l'égard de son malheureux rival. J'espère qu'un jour tu gagneras le Tour de France parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être 2e à quelques secondes. Hein. Tu es un très bon perdant et je te félicite pour ça, vraiment. Merci, Jacques. C'est un plaisir. 2 ans plus tard, en 66, à l'Élysée, au moment de la remise des Légions d'honneur,
C'est encore lui qui mène la course devant un Poulidor absent. Le grand Charles aime le prestige et sait bien qu'en sport comme en politique, il vaut toujours mieux être du côté du vainqueur, quel que soit son degré de popularité. Si Anquetil tire maintenant sa révérence, Raymond en est encore à toucher la France au cœur avec sa simplicité coutumière, comme dans ce reportage de 5 colonnes à la une, où il nous donne sans façon ses impressions. C'est haut encore le sommet? Oui. Est-ce que tu entends les spectateurs quand ils t'interpellent dans un col? Des fois on les entend, mais dans le brouillard, dans les nuages. Ouh. Mais ça encourage quand même, ça fait du bien. Même ceux qui crient feignants, ça encourage. Ces gens qui passent à boire, on a soif, on n'a pas la force de lâcher les guidons. Puisque si on perd le contact, c'est fini. Il faut rester. Encore 500 mètres, c'est fini. Même en plein brouillard, jamais Poulidor ne saurait avoir recours à certains produits pharmaceutiques pour pallier la dureté d'un sport si massacrant. C'est sans doute pour cela aussi qu'il n'a jamais encore gagné un Tour de France. Tandis que maintenant, c'est le Tour 67 qui plonge dans les ténèbres et qui s'embrase. Quand l'Anglais Tom Simpson agonise devant les caméras, victime du dopage présent depuis toujours sur la grande boucle, mais qui ce jour-là apparaît en pleine lumière sous les feux du Ventoux. Se doper pour rester dans la course et enrichir un palmarès qui permettra de mieux vivre, un choix fatal dont Simpson a payé le prix. Je vois quand même que je dois pouvoir courir encore 5, 6, peut-être 7 ans. Alors je dois pouvoir, dans 7 ans-là, réaliser encore un bon palmarès. Mais à mon avis, c'est le Tour de France qui peut faire un coureur qu'on n'oublie jamais. Premier champion cycliste mort en direct, Simpson, effectivement, ne sera pas oublié. Tandis que le Tour, ce jour-là, perd son innocence. Merci. Si les coureurs sont à terre, les responsables du Tour, en la personne de Félix Lévitan, l'adjoint de Jacques Godet, demeurent bien assis. Félix Lévitan, on l'entend dire maintenant, mais est-ce que le Tour de France, ça n'est pas trop dur finalement pour des athlètes? Non, le Tour de France n'est pas trop dur. Le Tour de France est une manifestation qui exige, bien entendu, de la part de l'athlète une préparation particulière. Il exige également un effort intense. Ce qui est dur pour les athlètes qui disputent le Tour de France, c'est la répétition de l'effort, c'est le fait que, en dépit de certains petits malaises, de certains petits bobos, il est nécessaire pour eux de repartir le lendemain. Le drame, c'est qu'on peut redouter que certains d'entre eux désirent artificiellement élever le niveau de leur performance personnelle. C'est ça le drame. Et il est peut-être à redouter que Tom Simpson ait désiré, pour sa part, aller au-delà de ses possibilités naturelles. Déjà une nouvelle décennie à l'horizon. Dans un monde qui court lui aussi vers l'au-delà, l'Amérique se détache, tandis que la France a du mal à rester en orbite. Le 21 juillet 69, l'équipage d'Apollo débarque le premier sur la Lune. Moins d'une semaine plus tard, une autre fusée déboule sur la planète Tour en la personne d'un jeune bruxellois, Eddy Merckx. Quand ce nouvel extraterrestre démarre, ses principaux adversaires dans Poulidor ne font que dodeliner sur Terre. Dès sa première attaque dans la 6e étape Mulhouse-Belfort, il leur met plus de 5 minutes dans la vue pour s'emparer à l'arrivée de son premier maillot jaune.
plus, ce tout jeune homme de 24 ans est aussi beau debout sur un podium qu'assis sur sa machine. À l'inverse d'Anquetil, qui se contentait de distancer son Raymond de quelques secondes pour l'emporter, le jeune Belge veut tout gagner. Maillot jaune à Paris, roi de la montagne ailleurs, et toujours avec panache. Quand il prend son envol sur le Puy-de-Dôme, nouveau calvaire pour notre poupou national, c'est pour la simple beauté du geste, tous ses adversaires étant déjà largement distancés. Le dernier jour, alors qu'il fonce vers Paris, c'est bel et bien un nouvel astre que s'apprête à sacrer le Tour. La Belgique a toujours été une monarchie et aussi le royaume du vélo. 30 années qu'elle attendait la victoire de l'un des siens. Peu habitué à pareille fête, le roi Baudouin a dépêché sa belle Mercedes. C'est bien le moins qu'il pouvait faire pour accueillir cet autre roi venu lui offrir son beau maillot jaune. Et même la toujours modeste reine Fabiola semble apprécier cette nouvelle tunique d'or. Un an plus tard, alors qu'il a déjà ce nouveau tour en poche, Merckx entend néanmoins terrasser le Mont Ventoux fatal à Tom Simpson. Cette année-là, Poulidor ne peut rien faire. Le maillot jaune n'a plus qu'un adversaire. Les 13 km d'ascension, sans le moindre faux plat, sous un cagnard d'enfer. Et maintenant, le Belge navigue en plein mirage. Bientôt, Monsieur Jacques Godet, tel une ombre venue déposer une gerbe devant la stèle de Simpson, tandis que Merckx, toujours royal, s'est découvert. Un effort encore, un dernier regard vers le sommet, où ce guerrier quasi surnaturel franchit les portes de l'enfer en vainqueur, avant de défaillir à son tour. C'est pas possible, c'est pas possible, je sais pas. Oui, Eddy Merckx a des difficultés pour respirer ici à 2000 mètres d'altitude. C'est la raison pour laquelle il n'a pas continué à parler, on peut le comprendre. Même s'il a du mal à retrouver son souffle, Merckx n'en a pas moins définitivement étouffé l'épreuve. Une faute dont il lui faudra rendre compte un jour. 1975 et déjà 5 tours à son palmarès. Presque autant que les cierges qu'il allume avec le rêve d'en gagner un 6e pour battre le record d'Anquetil. Mais désormais, en France, le roi Eddy est devenu l'ogre. Eddy, pourquoi les coureurs vous appellent le cannibale? Il y a une raison, non? Vous savez pas? Parce que vous voulez tout manger, non? J'ai l'impression que je mange tout. Quel est votre favori? Poulidor, bien sûr. Votre favori? Votre favori? Poulidor. Votre favori? Poupou. Votre favori? Votre... Poupou. Poulidor. Toujours, le vieux. Poulidor, il a tous les mérites. À son âge, oui. personne ne le ferait. Et pourquoi vous le préférez, celui-là? Parce que je l'aime. Quatorzième étape. Sur la montée du Puy-de-Dôme qu'il connaît bien, Raymond souffre à l'égal de cette vieille France qu'il a choisie pour emblème, poursuivant le monarque Eddy qui tente de recoller au duo de tête. Tandis qu'à l'arrière, Poupou, à la peine, est acclamé par la foule de ses disciples. C'est toujours prompte à jeter à bas un souverain qui écrase le peuple, et plus encore si le tyran est étranger. Ce jour-là, à défaut de guillotine, un spectateur a frappé le bel Eddy au foie
qui, dès la ligne d'arrivée franchie, s'écroule. Mais il ne sera pas dit que le souverain abdique sans résister et ne se précipite vers les lieux du crime où, comme souvent, le régicide déçoit. Vous n'avez pas donné un coup de poing? Non. Il n'a même pas touché. Restez là. Non, c'est pas. Il n'a pas tapé vous. Non, je ne l'ai pas touché, là, je l'ai vu. Non, il a bien fait ça. Je ne l'ai pas touché, monsieur. À voir la violence contre Merckx, on sent bien que sous la soi-disant insouciance des années 70 se cache déjà l'amertume de tous ces supporters de Poupou qui craignent de rester au bord du chemin. Le lendemain, le monarque craque. Il est pour la dernière fois en jaune. Triste fin de règne pour celui qui, avec Faustocopie, fut sans doute le plus grand coureur de tous les temps. 14 juillet 75, le roi est mort, vive la République, et à défaut de l'éternel Poupou, c'est un autre sans culotte à roue-flaquette, Bernard Thévenet, transcendé par son maillot jaune, qui s'envole maintenant vers l'Izoard, acclamé par tout un peuple qui, après le goût du sang, peut enfin se délecter de la victoire. À Paris, c'est le jeune Valéry Giscard d'Estaing, élu un an plus tôt, qui accueille les coureurs. Mais là où le général de Gaulle les attendait sagement au bord de la route, lui les reçoit sur les Champs-Élysées, où le tour arrive pour la première fois. Si Giscard a du mal à jouer les majordomes en parant Bernard Thévenet, il sait, en bon politique, s'afficher aux côtés du vainqueur, lui qui entend moderniser son pays au rythme d'un nouveau chant du départ. Dans cette France de Giscard apparaît un nouvel espoir, Bernard Hinault, 23 ans. Pour lui, ce Tour 78, son premier, ne paraît être qu'une plaisanterie, sous les yeux d'un Poupou désormais rangé des vélos. En 17 ans de carrière, l'éternel second n'avait encore jamais vu les coureurs mettre pied à terre. Cela fait quelque temps déjà que les organisateurs, soucieux de mieux rentabiliser leur épreuve, imposent aux coureurs de très nombreux transferts en train pour se rendre au départ des villes-étapes les plus offrantes. Ce 12 juillet, ils en ont marre et s'arrêtent. L'inattendu petit Breton est déjà un leader qui mène la fronde et bombe le torse. Comme les grands, Hinault gagne d'entrée son premier tour. Ce Jeunot a de l'avenir. D'autant qu'il dispose en la personne de Cyril Guimard d'un directeur sportif inspiré, passionné de modernité. Guimard a voulu le groupe Renault comme sponsor. Déjà impliqué dans le monde de la F1, la régie désire appliquer ses recettes et ses innovations au domaine du vélo. De fait, tout est à inventer en la matière et c'est en soufflerie que se peaufine l'aérodynamisme de la machine d'Hinault. Résultat, un nouveau champion imbattable qui domine ce Tour 79 quasiment de bout en bout à la manière d'Anquetil et de Merckx avant lui. Sauf qu'Hinault s'octroie en prime le plaisir de gagner la dernière étape à Paris en réglant sans façon son adversaire direct au sprint. En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Les espoirs qu'elle suscite n'empêchent pas, un an plus tard, les ouvriers d'Usinor d'arrêter le Tour à Denain
où une sidérurgie en plein marasme a du mal à s'adapter à une économie qui déjà se mondialise. Le Tour a toujours été un révélateur de l'état de la France. Qui mieux que lui pour montrer que la modernisation du pays ne se fait pas sans douleur? Que les gens qui font le Tour de France se renseignent et ils verront que demain, avec 25 ou 30% de demandeurs d'emploi dans les 3 ans, aura largement le maillot jaune, camarades. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Certains se révoltent, d'autres préfèrent rafler la mise. Spécialisé dans le rachat d'entreprises à la casse, Bernard Tapie veut révolutionner le cyclisme. D'entrée, il annonce la couleur. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est elle ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Or pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Au moins, il est clair, le nanar, qui imite si bien les attitudes du président Mitterrand. En cette année 85, Tapie a 2 atouts dans sa manche. Depuis un an, il a investi dans une autre entreprise en difficulté, Bernard Hinault, dont le genou, depuis quelque temps, laisse à désirer. Tapie a décidé de le relancer sous les couleurs de la vie claire, un label qui ne s'invente pas. Il a aussi dépensé 9 millions de francs pour s'offrir les services de Greg LeMond, un jeune espoir débarqué des États-Unis. Une nation que Tapie voudrait intéresser au cyclisme, pour mieux y vendre ses cale-pieds et ses pédales de la marque Look. Pas de doute, avec ses lasers, ses claudettes et ses millions pour présenter le maillot de la vie claire, le cyclisme sauce Tapie entre dans la dimension du fric triomphant. Ce 10 juillet, un récent converti à l'économie de marché débarque lui aussi sur le Tour. Le président Mitterrand n'a pas son pareil pour retourner toute situation à son avantage. Si vous étiez l'entraîneur de Bernard Hinault, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour la fin du Tour? Je lui conseillerais d'agir selon son instinct, comme il se sent. C'est à lui de décider, personne à sa place. Quand on arrive au stade du grand champion, je crois que c'est la seule règle. Personne ne peut le faire à sa place, donc c'est à lui de décider. C'est certain, le grand champion, c'est lui. L'instinct et le pouvoir de décision, c'est lui. Et aussi le courage qui, à Saint-Étienne, oblige Hinault à puiser dans ses réserves pour rejoindre la ligne d'arrivée après une chute plus que douloureuse. Ce 5e mandat en jaune, Hinault va devoir le conquérir dans la souffrance. Mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le blaireau, ce type qui jamais ne renonce. Le coup est rude. Et les Pyrénées qui s'annoncent ont toutes les chances d'être pénibles. D'autant que devant lui, Greg LeMond, son jeune coéquipier, piaffe d'impatience. C'est une évidence, il pourrait jouer sa chance. Mais il est obligé d'attendre pour respecter à contre-cœur l'accord passé avec Tapie et Hinault. Se sacrifier pour aider ce dernier à se hisser au rang d'Anquetil et Merckx, quintuple vainqueur du Tour. Le diktat est sans appel. Bientôt un nouveau tour pour Hinault et rien pour l'Américain, fou de rage. À Paris, la Marseillaise, alerte, qui salue le vainqueur Bernard Hinault, a du mal à dérider les deux rivaux. Songe-t-il déjà aux difficultés qui les attendent l'année suivante? Même si pour Tapie, général en chef de la vie claire, tout semble toujours limpide.
L'année dernière, Greg s'est sacrifié pour Bernard. Cette année, on a promis à Greg qui serait co-leader et qui ferait son tour pour le gagner. Et on a comme objectif que le meilleur gagne. Et je suis sûr que c'est le meilleur qui gagnera. Toujours habile, Nanard. Lui-même et Hinault ont bel et bien promis ce tour à Les Mondes. Mais lors de la 12e étape, le vieux baroudeur a sa tête des mauvais jours et s'échappe, en voyant paître la promesse faite à l'Américain. Le lendemain, il a touché son magot, un maillot jaune flambant neuf. Mais ça ne va pas durer. En effet, le flingueur s'est tiré une balle dans le pied. Fatigué, il ne peut rien contre sa victime de la veille qui s'est révoltée. Les Mondes s'est échappé, insolent de facilité, avec sa gueule, ses jambes et son cœur d'adolescent. Bientôt, il a super bannière en point de mire. Le nouveau roi de France, c'est lui. Tandis qu'il va se poser au sommet avec plus de 4 minutes 30 d'avance sur un blaireau qui, cette fois, a bel et bien lâché prise. Quelques jours plus tard, il est le premier Américain paré d'un maillot jaune. Désormais, jusqu'à Paris, il faut sauver les apparences. C'est Tapie qui écrit la partition de l'arrivée à l'Alpe d'Huez, et c'est une mascarade. Bras dessous pour la galerie, alors que le divorce entre les deux stars est déjà consommé. N'empêche, une semaine plus tard, à Paris, monsieur l'ambassadeur des États-Unis et madame, en jaune pour l'occasion, fêtent la victoire de leur champion. Les organisateurs Jacques Godet et Félix Lévitan savent l'intérêt qu'offre le Nouveau Monde pour étendre plus encore la visibilité et la puissance commerciale de leur épreuve. Le seul qui ne semble guère apprécier, c'est Bernard Hinault, parce qu'il n'aime pas perdre et qu'il sait que désormais, son tour est passé. Ah, c'est pas tous les jours qu'on gagne. C'est sûr. Pas tous les jours. Adieu à Hinault et levé de rideau sur une France dont la physionomie se transforme à vue d'œil, à voir ses paysages parsemés d'échangeurs et de ronds-points, où l'on s'évite plus que l'on se croise, et où le tour aussi prend la tangente. Ces parcours obéissent à une logique économique, et ces arrivées d'étape sont le plus souvent jugées à l'écart des centres-villes, dans des zones plus adaptées à l'installation du grand chapiteau du Tour. Et maintenant, l'ombre d'un robot, 2 jambes, 2 bras, une tête, celle de l'Espagnol Miguel Indurain, 1m88 et 80 kg. Du jamais vu à ce niveau de compétition, mais surtout une belle surface à offrir aux couleurs de la banque Banesto, dans cette époque nouvelle où les établissements financiers deviennent les principaux sponsors du Tour. Avec encore plus de méthode qu'un Jacques Anquetil, Indurain est une sorte d'expert comptable de la chose cycliste, qui, durant 21 jours de course, gère son capital temps, intéressé seulement par le jackpot de la victoire finale. Casque profilé et combinaison fuselée, lui permettant de mieux fendre l'air, il gagne la dernière étape de ce Tour 92 à la vitesse incroyable de 52 km/h. Miguel Indurain, premier Robocop du cyclisme. Avec qui plus est ce visage toujours frais comme un gardon, malgré l'effort. Ce Grand d'Espagne gagnera 5 fois le Tour, sans jamais remporter une étape en ligne, se contentant de briller contre la montre, où il roule comme un express. En 1993, c'est un coureur qui est à la manœuvre de ce TGV, symbole d'une France qui change à grande vitesse. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ici votre commandant de bord, Luc Leblanc. Nous sommes
sur le TGV 586 en direction de Marne-la-Vallée. Nous atteignons la vitesse de 270 km/h. Richard, est-ce que tu es déjà allé à Euro Disney? Non. Je suis jamais allé et j'ai hâte d'aller toucher les oreilles de Mickey parce que depuis qu'on en parle... C'est depuis Disneyland qu'a lieu le départ de la dernière étape du Tour 1994. Dès lors, comment faire la part entre Mickey de Disney et Cowboy du vélo? Et si la Grande Boucle était devenue le meilleur agent touristique du pays? Si vite évanouie la brillance de Mickey, mais toujours là, la cruauté de la route. Le 18 juillet 1995, le jeune coureur italien Fabio Casartelli se tue en chutant dans la descente du Porte d'Aspet. Allongé sur l'asphalte, il ne se relèvera plus. À l'avant, un tout jeune homme paré du maillot de meilleur grimpeur file seul en tête. Top là. L'affaire est dans la musette et en avant vers la victoire d'étape. Il a encore l'air d'un gosse, ce Richard Virenque, venu de son Midi natal, déjà porté au firmament par tous ses supporters. Mais sait-il seulement que derrière lui, son jeune camarade italien s'est définitivement enfoncé dans la nuit? Il faut attendre 24 heures pour que le peloton marque le coup. Au départ de Tarbes, cette fois tout le monde est sous le choc du décès de Casartelli. Et en première ligne, tous ses camarades de l'équipe Motorola, qui, une dernière fois, ont salué sa dépouille avant de se rendre au départ. Le lendemain, à Limoges, c'est un équipier de Casartelli, un certain Lance Armstrong, qui remporte l'étape. Les bras levés au ciel, c'est aux morts de la veille qu'il dédie son succès, un geste bientôt adopté par tous les champions de la Terre en signe de victoire. Mais chez l'Américain, le signe déjà prémonitoire d'un coureur qui d'emblée émerge des limbes. Quelques mois plus tard, le destin rattrape celui qui avait rendu un si bel hommage à son camarade fauché par la mort. They told me to go immediately back to the doctor's office, and this was after closing hours, and they said he'd be waiting, and I thought, oh man. And so I went back over there, and he took me in his office and showed me the ultrasounds and the other x-rays and said we had a problem. And of course, I just, what everybody does, I was in denial. I thought this can't be, because I'm 25 years old, I'm one of the best in my sport, and why would I have cancer? I told Dr. Human from day one, I said, I don't care who's been through your doors, you've never had anybody as strong as me. Mentally, physically, I said, we're going to beat this thing, and I don't want to hear any other way. Tandis qu'Armstrong se bat sur d'autres fronts, une nouvelle génération de coureurs s'affronte sur le Tour. L'Allemand Jan Ullrich et le Français Richard Virenque en tête. Mais où puisent-ils leur énergie, ces automates pédalant sans difficulté, la bouche à peine ouverte au plus fort de la montée? Visiblement, en ces temps de mutation technologique et scientifique, les as du vélo innovent eux aussi. Transfusion sanguine, EPO, hormones de croissance rangent définitivement au rang artisanal le dopage d'antan. En 98, la foudre s'abat sur le Tour, tandis qu'éclate l'affaire Festina. 4 jours avant le départ, le soigneur de l'équipe, Willy Wood, interpellé, est tenu de s'expliquer sur les 400 produits dopants entassés dans sa voiture. Une semaine plus tard, c'est au tour de Bruno Roussel, le patron de l'équipe Festina, d'être mis en garde à vue. Son avocat contre-attaque. M. Bruno Roussel a expliqué aux enquêteurs, lesquels avaient les éléments, les conditions dans lesquelles une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits dopants était organisée
entre la direction, les médecins, le soigneur et les coureurs. Dès lors, Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, ne peut qu'exclure de la course les Festina et leur leader. Si on veut un taquet dans la gueule, on me mettre un micro dans la gueule. Le chéri du public est à bout. Pour le sport, pour le vélo, pour le Tour de France, on quitte le Tour. On veut que le vélo continue, on veut que le Tour de France garde son ampleur parce que le Tour de France c'est la plus belle épreuve au monde qui puisse exister. Donc on part pour que tous ces, je dirais, journalistes qui sont là que pour ça en ce moment, puissent partir, rentrer chez eux comme nous on va rentrer chez nous. Et donc vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Il émeut l'homme aux cheveux peroxydés pour mieux déjouer les prélèvements capillaires qui permettent de détecter les produits dopants. Mais ces larmes n'empêchent pas les nuages de s'amonceler sur le Tour. Pourtant, entre Grenoble et les deux Alpes, le monument en péril va se trouver un sauveur inattendu. Marco Pantani, pirate déchaîné, susceptible de tout faire oublier. Dans la montée du Galibier, l'Italien plante ses principaux adversaires auxquels il prend 30 secondes par kilomètre dans une étape dantesque. Dès lors, oubliez Virenque et les Festina exclus du festin. Les flashs éclairent une nouvelle fête. Le public voudrait tellement continuer à y croire. À l'arrivée à l'Alpe d'Huez, fini les gyrophares bleus des voitures de flics, plutôt une balise rouge dans la tempête pour fêter l'exploit de ce nouveau maillot jaune qui permet à la légende de renaître. Mais le surlendemain, oubliez l'ivresse des sommets. Entre Albertville et Aix-les-Bains, les coureurs, excédés par de nouvelles arrestations, mettent pied à terre. Ce jour-là, quelque chose ne fonctionne plus au royaume du Tour, où même ses coursiers s'invectivent. Certains veulent quitter l'épreuve, dénonçant les pratiques policières qui les traitent en criminels. D'autres veulent continuer. Jean-Marie Leblanc, à la tête d'une entreprise dont le budget a doublé en moins de 10 ans, est obligé de négocier avec les coureurs, leur promettant, pour sauver son épreuve, de calmer la police. Et maintenant, l'opinion ne sait plus que croire. Encouragement ou reproche, aide d'honneur ou mur de la honte. Le Tour a 95 ans et un pied dans la tombe. Mais on n'a encore rien vu. En Amérique, c'est un revenant qui apparaît en public, Armstrong, victime d'un cancer des testicules avec métastase au cerveau qui lui laissait une chance sur deux d'en réchapper. Before I really get started here, I need y'all's opinion on something we've been debating tonight, and that's hat or no hat. Hat? No hat. Okay. No hat it is. C'est vrai qu'il a du cran, ce type qui, malgré la maladie, n'a jamais renoncé. Quelques mois encore, et c'est en laboratoire qu'Armstrong, Superman masqué comme un héros de bande dessinée, carène ses ambitions. Il en dit long le regard de cet homme qui très vite s'est emparé du maillot jaune sur ce Tour 99. Équipé d'oreillettes dans lesquelles son directeur sportif lui rappelle tous les détails d'un parcours minutieusement repéré ensemble depuis des mois, Armstrong dicte sa méthode, assommer le Tour dès la première étape de montagne. Désormais seul au monde, amaigri et affûté comme jamais,
il impose en pleine pente une pédalée frénétique qu'aucun spécialiste n'avait jamais vu pratiquer jusque-là. Mais quel est le secret de ce type seul en tête, fidèle à son unique plan de vol, tandis que parmi les suiveurs, certains commencent à se poser des questions, voire à émettre quelques doutes. Derrière lui, ses plus vaillants poursuivants, dont Virenque, relégué dans les ténèbres, s'échinent en vain, semblant pédaler sur une autre planète. Sous un ciel plombé, ce nouvel ouragan semble devoir tout balayer sur son passage dans un tour devenu un théâtre où les superlatifs risquent de manquer cruellement. À Sestrières, le tour est plié, les écarts sont énormes. Résultat, à Paris, son second sera pointé à 7 minutes. Virenque à plus d'un quart d'heure. Armstrong peut remercier les dieux de la chimiothérapie. Il est bien le représentant de ces années 2000 où génétique, technologie et finance guident dorénavant le monde. Chez lui, en Amérique, ce n'est plus un coureur que l'on fête, mais un chèque en blanc que l'on tire sur cette valeur montante qui, accompagné de madame, défile à Wall Street où son sponsor, Nike, a décidé de fêter la victoire. Et c'est avec ce véritable parrain que l'Amérique va faire main basse sur le tour. Nobody believed in us. Nobody believed that if Lance Armstrong took the yellow jersey with the help of his team on stage 8, how could they keep it to stage 22? They thought the team would crack. But that team of 7 out of 9 guys being American, and American team, American sponsor, they were the strongest team in the race. And everybody in Paris knew that. And I can assure you that next year's Tour de France, there will be no doubters. Rendez-vous est pris, et la France prévenue. Le Tour, c'est maintenant l'Amérique. Un pays qui a des principes, efficacité, rentabilité, hégémonie. À l'occasion de ce premier tour du 3e millénaire, notre belle France, vue du ciel, va très vite faire connaissance avec ce credo plutôt terre-à-terre. Le Ventoux est une arène à ciel ouvert, mais le Yankee numéro 1 va en faire un théâtre de marionnettes dont il tirera toutes les ficelles. Ce 13 juillet 2000, Pantani, le premier, montre les crocs. En difficulté depuis le début du tour, il aimerait bien se rassasier un peu en avalant le premier le Mont Chauve. Mais derrière lui, le démarrage fulgurant d'Armstrong est plus impressionnant encore. Pas de doute, à le voir décoller sans se déhancher ou presque, on se dit qu'il pourrait facilement avaler son adversaire. Mais cette fois-là, l'Américain décide plutôt d'emmener Pantani avec lui dans sa musette. Même si le pirate fatigué ne paraît guère appétissant. Le sommet n'est plus très loin et la domination de l'Américain démontrée. Pantani maintenant quémande. Il aura bientôt droit à son os. Le boss aime distribuer les récompenses et faire des obligés. Il laisse le pirate gagner d'une courte tête. À défaut d'équité sportive, le spectacle aura été assuré. Le centre de gravité du Tour s'est déplacé sous les lambris dorés de la Maison Blanche, où l'on fête un destin digne d'Hollywood. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by Lance Armstrong. Celui qui joue les terreurs en Europe est ici devenu une sorte de saint.
Please be seated. It's my privilege to welcome you all to the White House and to welcome Lance Armstrong. Just a few years ago, Lance was diagnosed with cancer. He was weakened by chemotherapy treatments and told he had a 50-50 chance of living. He's done more than survive. He has triumphed. Lance Armstrong. Thanks for having us. To the kids, good luck, fight hard, stay tough, and believe. Si l'Amérique aime plus que tous les gagnants, avec Lance Armstrong, elle glorifie d'abord l'apôtre de la lutte contre le cancer et le messager des valeurs essentielles du pays, là où la France voit surtout un double vainqueur du Tour. Mais la fête continue, c'est ce que tout le monde souhaite. Et à la télévision, ces rebondissements donnent une nouvelle dimension à l'épreuve. Armstrong tombe. Même ça, il sait le faire. Curieusement, ses adversaires, l'Allemand Ulrich en tête, paraissent embarrassés. D'autant qu'un des acolytes du patron ordonne qu'on l'attende. Mais ont-ils les moyens ou même l'envie de contredire les ordres du boss revenu à la charge? Pas de doute, ce type qui s'en va à la rage de ceux qui ont côtoyé la mort. Désormais, ce ne sont plus des coureurs que l'on filme, mais des gueules. Gros plan sur l'ogre Ulrich, contre visage émacié d'un météore. La télévision a trouvé son langage dans ce tour qui fête son centenaire et bat tous les records d'audience. 15 millions de téléspectateurs et une foule déchaînée dans cette montée épique vers l'Usardiden où Lance Armstrong rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain, les autres quintuples vainqueurs du Tour. Même si les rumeurs se multiplient dans la caravane à propos de son infaillibilité. Un 5e tour dans la poche, de quoi se marrer et trinquer. Et de quoi se montrer aussi plus aimable avec tous ces médias qui d'habitude vous emmerdent à chercher partout la petite bête de PO, alors que bien sûr, ils ne carburent qu'au champagne. It's live on TV? Yeah? It's a big deal in France? The Tour de France? I know. Mais de qui se moque-t-il? Que sous-entend-il? Assez de cynisme. Et puis marre aussi de cette hégémonie américaine. En 2004, le public se rebelle. Dans la montée qui mène à l'Alpe d'Huez, l'Américain est conspué par les spectateurs qui aimeraient bien assister enfin à sa mise à mort. Même le macadam l'accuse de dopage. Mais à l'arrivée, le boss est toujours vainqueur et sa masse musculaire bizarrement toujours plus spectaculaire. Au diable le public et ses soupçons. De toute manière, il y a longtemps que le divorce avec la France est consommé. Circuler et rien à voir. Et encore moins à dire. Sauf à accepter cette 6e victoire sur le Tour. Et le reste du peloton de suivre muet et impuissant. Que dire de plus sur la 7e victoire en 2005 de celui dont on ne saura jamais s'il fut vraiment un grand champion? En effet, quelques années plus tard, après une cascade de révélations et d'enquêtes, Armstrong sera déchu de tous ses titres. Tandis que pour le Tour, c'est désormais l'hécatombe. En 2006, Floyd Landis, le vainqueur, est déclassé pour dopage. En 2007, et pour les mêmes raisons, le Danois Rasmussen, solide maillot jaune, est renvoyé de la course. Pendant l'édition 2008, le petit Italien Rico, qui visait une place sur le podium, est arrêté comme un vulgaire dealer. En 2010, l'Espagnol Contador, vainqueur à Paris, est éliminé à son tour.
9 victoires effacées des tablettes. Le Tour aurait-il perdu la tête? Bien qu'une majorité immense de spectateurs, et pas des moindres, veut toujours y croire. Quand personne n'est pris, on se dit que les contrôles ne sont pas efficaces. Et quand des gens sont pris, on dit ah ben ils sont tous dopés. Non, non, le cyclisme c'est un sport extrêmement difficile, qui demande à être respecté. Le Tour de France est un événement considérable, très important dans l'esprit des Français. Pour notre pays, ça permet à 80 télévisions dans le monde de retransmettre les images d'un des plus beaux pays du monde, enfin, sans être chauvin. Le Tour de France, ça fait partie des bonheurs français. C'est une institution au bon sens du terme, comme le défilé du 14 juillet. Alors effectivement, pourquoi ne pas prendre la voie des airs pour oublier tous les malheurs de la Terre? Comme la télévision désormais s'y attelle pour rendre compte d'un événement où les péripéties sportives semblent parfois destinées à pimenter les paysages. Afin de mieux montrer notre belle France vue du ciel avec ses châteaux et son terroir. À moins que n'émerge bientôt un nouveau champion. Comme en 2011, où pendant 9 jours, la France entière se met à vivre au rythme des coups de pédale du maillot jaune, le revigorant Thomas Voeckler. Coureur sans peur ni reproche, dont on sait qu'il n'est pas un adepte des produits dopants. Il va y arriver. Allez Thomas, allez petit, tu peux le faire aujourd'hui, garder ton maillot jaune. Ça veut dire que tu peux encore gagner le Tour de France. La France entière, bonhomme, la France entière est là, derrière toi, allez. Hélas, le 10e jour dans l'étape du Galibier, celui qui jusque-là aura si bien résisté est maintenant à la dérive. Mais c'est aussi toucher le public au cœur que de gueuler et souffrir, tandis qu'il ne peut plus compter que sur ses fétiches, sa chère alliance et un bracelet. Pas de doute, celui qui va perdre le Tour a du panache à le voir fixer du regard ses adversaires qui plus haut l'ont lâché. Et maintenant, à l'approche de l'arrivée, ce public qui jamais ne renonce et toujours s'enthousiasme. Ainsi, il suffirait qu'apparaisse un nouveau grand champion pour qu'en pleine fête de juillet renaisse la légende. Aussi vrai que si le Tour c'est la France c'est aussi et d'abord les hommes et les héros qui toujours la feront.